Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Nouvelles de Hugo. Un texte écrit par Hugo Bartoli, lu par Laurence. De toutes les cendrillons devenus des souillons, par milliers broyés par le poids d'une célébrité aussi éphémère que ces corps célestes lumineux appelés météores, Barbara Payton n'a pas démérité à entrer au musée de ces starlettes, aussi prometteuses à grimper les échelons du succès qu'à les dégringoler à une vitesse vertigineuse. Pour nos contemporains, son nom ne nous parle pas davantage que celui de Marie Prévost, Hélène Lee Worthing ou Marie Nolan. Rose Stradner, Lynn Baggett, Gail Russell, Diana Barrymore, Barbara Bates, Suzanne Dalbert, Maggie McNamara ou Gia Scala sont autant d'âmes damnées une fois minuit sonné. Alcooliques et suicidaires, effondrés de leur effondrement des sommets olympiens du rêve hollywoodien, livrés à une lente déchéance loin des lumières de Babylone, aucune ne put se relever de cette chute dans une nuit dénuée d'étoiles. Barbara Payton, beauté blonde, frivole et sexy du tout début des années 50, était définitivement une femme moderne. Avant-gardiste, provocante et libre, c'était aussi une femme déséquilibrée, atteinte de troubles bipolaires passés par pertes et profits par son entourage et dont la nymphomanie chronophage assumée, une hypersexualité compulsive presque primitive, était bien davantage le signe d'une grande souffrance psychique, une pathologie qui demandait des soins et le secours de la psychanalyse que la simple quête d'un plaisir charnel, jamais inassouvi, qui la possédait entièrement. Maillon d'une longue chaîne, l'actrice ne fit pas exception à ses semblables et à leur inconduite. Arrestation, condamnation, éclat dans la presse à scandale, jalonnent une carrière médiocre qu'elle sabota joyeusement, sans comprendre qui, de l'ange ou du démon, allait prendre l'ascendant sur sa dramatique destinée. À sa disparition, bien des langues, plus acides que douces, crachèrent leur fiel, avec une délectation rare. L'auteur John Gilmore en parlait avec une rage contenue. Contrairement à 9 millions d'autres filles, Barbara a eu une chance inouïe. Tout le monde s'est démené. Tout le monde a tenté de l'aider et de s'en occuper, encore et encore, jusqu'à ce qu'il fût trop tard, jusqu'à ce qu'elle eût brûlé tous les ponts derrière elle. Adolf Hitler aussi fut certainement un enfant innocent à un moment de sa vie, et rien ne prouve qu'il fut abusé un jour. Nous sommes tous innocents à un moment de notre vie. Puis nous grandissons, et nous faisons nos choix. Hitler a fait ses choix, Barbara les siens. Je n'ai aucune sympathie pour elle. Je fus impressionné et intrigué par cette intensité innée qu'elle projetait à l'écran quelquefois. Je la connaissais aussi bien que je connais une batterie de ses opposants qui, croyez-moi, ne seraient pas enclins à canoniser Barbara Payton. C'est une femme qui n'a jamais apporté quoi que ce soit de positif à cette industrie. C'était une perdante qui a balancé toutes ses chances au loin. Ce qu'elle fit encore et encore, guidée par un monstre enragé qui la possédait. Celle dont la beauté et les yeux n'étaient qu'un masque pour cacher ce monstre. Mais le monstre mourut à son tour, et il ne resta qu'une morte vivante. Il faudrait lui ériger un monument dédié à l'autodestruction. Elle servirait de guide pour les 9 autres millions de filles et de gars qui échoueront, qui ne survivront pas et qui suivront ses traces pour quelle raison que ce soit, entre autres celle d'être un monstre. L'actrice Yvette Vickers fut moins sévère à son encontre, mais reconnaissait le gâchis dont elle était responsable. Mon problème en ce qui la concerne, c'est qu'elle connut un succès fulgurant dès le départ et qu'elle le piétina délibérément. Quand je me souviens combien au milieu des années 50, j'ai dû me battre et combien je prenais ma carrière au sérieux, et comment Barbara est arrivée au sommet de l'échelle sans effort. Mais vous savez, j'ai par la suite appris à voir la tristesse et le vide en elle. Et désormais, j'ai la plus grande sympathie à son sujet.
A posteriori, je crois que Barbara pensait qu'elle ne méritait pas ce succès prématuré et que c'est la raison pour laquelle elle a tout laissé filer. C'est une terrible tragédie, l'une des pires que j'ai jamais entendues. Imaginez ce que Barbara Payton serait devenue si elle avait fait preuve de respect envers elle-même et d'amour de soi. C'était une personne digne d'intérêt. J'aurais aimé qu'elle en prenne conscience. Barbara Lee Redfield naquit le 16 novembre 1927 dans une petite bourgade de quelques milliers d'habitants, Cloquet, au Minnesota, suivie de son frère Frank en 1931. Leurs parents, Mabel et Erwin, étaient d'origine anglaise et norvégienne. Pour améliorer leur ordinaire, le patriarche décida d'installer sa famille plus au sud, à Odessa, au Texas, avec l'aide de sa sœur aînée Faye, qui était la maîtresse d'un millionnaire du pétrole. Si Mabel était une femme démonstrative envers ses enfants, Erwin était un homme taciturne et silencieux, qui communiquait peu avec eux, et qui toute sa vie durant entretiendra un ressentiment farouche envers sa fille. À Odessa, aidé par un prêt de sa sœur, il construisit un motel, établissement prospère tenu par son épouse. Barbara et Frank étaient généralement livrés à eux-mêmes, leurs parents étant bien trop occupés pour leur accorder l'attention qu'ils demandaient. Derrière le comptoir, les époux dissimulaient une bouteille de rhum qu'ils mélangeaient à leur canette de Coca-Cola. Quand ils ne travaillaient pas, ils se traînaient dans une sorte de stupeur éthylique. Ils commençaient généralement à boire dès le matin, jusqu'aux environs de minuit. Agressif envers ses enfants, la colère d'Erwin se tournait souvent contre sa femme qu'il battait sans complexe, sans se cacher. Une rumeur selon laquelle Barbara aurait été abusée sexuellement par son père, sans que l'on connaisse réellement la teneur de ses attouchements ou de ses viols, alors que la puberté la transformait en une créature plantureuse, voudrait justifier l'attitude névrotique et addictive de la jeune femme, confrontée à sa sexualité une fois entrée dans l'âge adulte. Elle semblait mettre son père mal à l'aise. Le pouvoir qu'elle avait déjà sur les garçons et les hommes lui avait donné une assurance nouvelle. Quand elle eut 13 ans, Erwin la surprit dans une voiture avec un adolescent et prit congé, en s'excusant. Enfant, elle fut longtemps hantée d'un rêve récurrent qui s'explique sans doute par les abus dont elle fut la victime. Je regardais un homme dans la lune, et soudainement, il se dirigeait vers moi, de plus en plus vite. Le visage géant de cet homme me heurtait en m'écrasant contre le rocher sur lequel je m'appuyais. Son visage était froid et semblable à de la gélatine. Je me sentais écrasé sur ce rocher avec cette substance horrible sur moi. Il m'était impossible de m'échapper, et je me réveillais toujours en hurlant. À l'instar de Marilyn Monroe qui put s'émanciper des siens, en épousant un jeune militaire, Barbara parvint à se délier du carcan familial en épousant le pilote de l'armée de l'air, John Patton, le 10 février 1945. Comme Marilyn encore, elle démarra une fructueuse carrière de mannequin, toujours brune à l'époque, qui l'écarta progressivement de ses obligations d'épouse, malgré la naissance du petit John, en 1947. Son mari se souvenait qu'un jour de 1948, elle prit son envol sans prévenir pour Hollywood, et je la perdis pour toujours. Perdue pour son mari, mais pas pour le studio Universal qui lui signa un contrat à $100 la semaine en janvier 1949. Des westerns ou des comédies, trop inconséquents pour s'y attarder. Hors tournage, Barbara n'avait pas tardé à collectionner une multitude d'amants, des bad boys, des dealers de drogue, des comédiens ou de riches hommes d'affaires. Elle ressemblait à une déesse dorée, se rappelait l'acteur Steve Ice en l'admirant sortir de la piscine de l'hôtel Garden of Hala. Ses longues jambes bronzées, sa chevelure blonde lissée en arrière, ses lèvres juteuses délectables.
Elle était délicieuse. Son apparition dans le thriller Trapped auprès de l'œil de Bridges attira l'attention de la MGM pour le casting de The Asphalt Jungle. Si Marilyn Monroe lui ravit le rôle, elle n'eut pas à rougir de l'offre que la Warner Bros. Lui proposa alors en guise de consolation. Kiss Tomorrow Goodbye, dont James Cagney tenait le haut de l'affiche, la propulsa brutalement au premier rang des vedettes dont l'avenir semble tracé. Par milliers, les lettres de ses admirateurs qu'elle conserva tout au long de sa vie commencèrent à affluer au studio. L'avenir semblait d'autant plus rose après sa rencontre avec le richissime acteur Frank Houghton, jadis marié à la star Joan Crawford, alors qu'elle s'était présentée à un concours de danse dont il était l'un des membres du jury. Barbara Payton, la fille en vert, avec les boucles d'oreilles en forme de chandelier qui caressent ses épaules, a capté les hurlements de la foule en sa faveur, alors qu'elle participait à un concours de Charleston au Mocambo la semaine dernière qu'elle a fini par remporter. Bien des gens ne l'ont pas reconnue, sauf ceux qui ont trouvé qu'elle avait un air de ressemblance à la fois de Jean Harlow et de Carol Channing avec sa tenue des années 20. Frank Houghton était un homme cultivé et respecté dans la profession, éduqué dans une grande famille influente new-yorkaise, et il se lança dans sa relation avec la jeune femme à la manière d'un Pygmalion soucieux de guider et soutenir sa compagne. Il la couvrit de cadeaux somptueux, manteaux de vison et toles de renard rose ou blanc. En dépit de nombreux avertissements de son entourage, et bien qu'il la surprit au lit avec le bel Adonis Guy Madison, il avait bien l'intention de poursuivre sa relation au mépris de ses détracteurs. Barbara elle-même était une personne douée d'une grande générosité. Elle ne cessait d'envoyer des cadeaux coûteux à sa mère, son frère et sa belle-sœur Jane, qui n'hésitaient pas à aider ceux qui étaient dans le besoin. Rien ne lui semblait trop beau ni trop cher pour combler autrui. Mais aucune de ces largesses ne trouvait grâce aux yeux de son père, qui continuait de l'ignorer ou de la dénigrer. Dans son journal intime, elle écrivait, de ligne en ligne, obstinément, « Papa, s'il te plaît, aime-moi. »
Cet été 1951, Franchot Towne s'absenta quelque temps pour la côte Est. Incapable de surmonter le sentiment de solitude qui s'insinuait dans ses pas comme une ombre maléfique, elle chercha aussitôt compagnie et, guidée par Cupidon, principalement compagnie masculine. C'est lors d'une réception au bord de la piscine du Sunset Plaza qu'elle fit la connaissance d'un acteur de seconde zone, Tom Neal, un macho réputé pour sa misogynie avec lequel elle entama une liaison tapageuse et publique, éblouie par cette virilité éclatante sculptée de muscles et de testostérone. À la presse et à sa famille, elle le présenta comme étant le seul homme de sa vie, jusqu'à vanter combien la nature l'avait gâté, tout en continuant de multiplier les aventures. L'acteur, habitué à vivre au crochet des femmes, s'installa aussitôt chez Barbara dans un bel appartement du 1803 Courtney Terrace, dont Franchot payait le loyer. Le tout Hollywood se gaussait de les admirer aux tables du Cirrus ou jouant au tennis au Beverly Hills Hotel, prémisse du drame. Franchot de retour, Barbara se désintéressa du jour au lendemain de sa dernière conquête et retourna dans les bras réconfortants de l'homme qui était davantage un père de substitution que la figure masculine dont elle recherchait la puissance à laquelle se soumettre. Avant de se rétracter et de partir avec son amant en direction de Las Vegas, bien décidée à l'épouser le 14 septembre 1951 à San Francisco. Du 10 au 13 de ce mois, le couple se cacha à Los Angeles, mais la veille du mariage, Barbara s'échappa pour rejoindre Franchot dans une suite du Beverly Hills Hotel. Alors que Tom attendait sa future promise, le couple s'afficha au Cirrus. Exaspéré, l'amant finit par inviter quelques amis avec lesquels il s'enivra durant des heures. À 1h30 cette nuit-là, Franchot et Barbara rentrèrent au domicile de la jeune femme sans la moindre méfiance. Tom, excédé, s'attaqua aussitôt à son rival. Lui rappela qu'avec 20 ans de plus que sa fiancée, 22 en réalité, il serait incapable de la satisfaire d'ici 10 ans. Piqué au vif, Franchot lui proposa de régler cette affaire à l'extérieur, pendant que leur maîtresse, amusée d'être au centre du jeu, encourageait les deux hommes à se battre pour ses faveurs. Devant le patio, l'affrontement tourna court. Un premier punch de Tom propulsa Franchot à terre à plus de 3 mètres. Face aux témoins et voisins ébahis, il se précipita sur sa victime, auquel il assena une trentaine de violents coups de poing au visage. En s'interposant, Barbara reçut au passage un coup de coude dans l'œil, avant qu'un invité de la partie ne se rue sur l'assaillant en l'immobilisant au sol. Le scandale largement couvert dans les journaux fut retentissant, et Barbara largement blâmée pour la rixe sanglante. Faussement contrit, Tom Neal fit part de ses regrets, tandis que Franchot, plongé dans le coma, souffrait d'une commotion cérébrale, d'une fracture de la mâchoire, d'un nez cassé et d'une pommette réduite en bouillie. À la presse, son chirurgien esthétique déclara péremptoire: d'une façon générale, il est raisonnable de penser qu'il ressemblera à Franchot Towne. Mais en gros plan devant la caméra, qui le sait? Toutes les commères de Hollywood, Louella Parsons et Ada Hopper au coude à coude, s'acharnèrent à discréditer chacun des protagonistes de ces tribulations. 5 jours seulement après la bagarre, et alors que Franchot gisait toujours sur son lit de souffrance, Barbara et Tom dansaient enlacés au Cirrus. Autant de mauvaise publicité ne pouvait que desservir ces étranges tourtereaux. La Fox déchira le contrat de la jeune femme qui s'apprêtait à tourner la princesse Anne de Lady in the Iron Mask. Elle se consola en épousant Franchot Towne, encore marqué et amaigri, le 28 septembre 1951, lors d'une cérémonie civile dans sa ville natale de Cloquet et dans le salon de la maison de son enfance au 405 Chestnut Street, entourée d'une partie de sa famille, oncles, tantes, cousins et cousines, mais sans la présence de ses parents, absents pour l'occasion, obstinés à ne pas participer à cette farce. De retour à Hollywood, le couple fit domicile séparé. La lune de miel semblait consumée bien avant la célébration du mariage. La lune de miel avait tout autant viré à l'aigre avec le studio de la Warner qui la congédia. Soucieux de préserver son image,
la MGM qui s'était intéressée à la jolie blonde s'en détourna simultanément. Depuis que la presse rapportait que Barbara et Tom étaient à nouveau intimes, Hollywood guettait l'inattendu. Son comportement, sa liberté, étonnaient. Elle pouvait peindre d'étranges motifs sur son visage, tatouage éphémère inconnu à cette époque, juré comme un charretier et picolé plus que de raison. Plus sa réputation recevait des coups, plus elle tendait la joue pour en recevoir d'autres. Sa relation sexuelle avec Tom était devenue incontrôlable. De jour en jour, plus prompte à détruire ce qui restait d'orgueil en elle, Barbara exigeait désormais que son amant la batte pendant leur rapport. Privée au public, sa vie était devenue une course contre la montre, pour démolir le peu qu'elle avait réussi à construire en l'espace de 2 ans. Elle semblait étrangère aux désordres semés sur son passage partout où elle passait. Un soir, une bande de cow-boys détruisit entièrement une chambre d'hôtel pour savoir lequel aurait le droit de passer la nuit à ses côtés, pendant que Barbara, ivre plus que de coutume, hurlait comme une spectatrice devant un ring de boxe, excitée à l'idée de s'offrir au vainqueur. Enfant négligée et peu aimée, elle était devenue une femme narcissique qui cherchait vaille que vaille à attirer l'attention sur sa personne, qu'elle fût constructive ou improductive, abandonnée à ses névroses, qui triompheraient à la détruire. Plusieurs menaces de divorce que son époux brandissait ici et là semblaient impuissantes à lui faire entendre raison. Sans doute à bout de force, elle tenta de se suicider avec des barbituriques dans une chambre d'hôtel de New York le 10 mars 1952. Un appel au secours qui aurait dû alerter ses proches sans qu'aucun d'entre eux n'entende son désarroi. Bien qu'il ait souhaité aider son épouse par tous les moyens à sa disposition, son amant était continuellement dans leur sillage, était au-dessus de tout ce que Frank Houghton pouvait encore admettre. Quelques photos du couple adultérin en plein émoi prises par ses détectives l'aidèrent à concrétiser le divorce qu'il souhaitait depuis des mois. Dans un geste cruel pour un homme de cette classe, il fit envoyer les clichés aux frères de Barbara et à sa femme qui brûlèrent les photos scabreuses à peine reçues. Le divorce pour faute lui fut accordé le 17 mai 1952, privant la jeune divorcée de toute compensation financière. Tom, de son côté, heureux de la tournure des événements, déclara qu'elle était la plus formidable des femmes. De l'alpha à l'oméga, elle était fabuleuse. J'espère l'épouser et avoir 5 ou 6 enfants avec elle. L'illusion perdura quelques années encore. Années durant lesquelles Barbara travaillait peu, tout en menant grand train. Réputée pour ses réceptions et sa cuisine, elle faisait grands frais pour recevoir ses convives par douzaines, parterre bigarré de personnalités du monde du cinéma et des arts. Son raffinement pour décorer les maisons était salué de tous. C'était une hôtesse belle à regarder et agréable à écouter, tant qu'elle était sobre. Les 2 films qu'elle tourna en Angleterre ne lui furent d'aucun secours de l'autre côté de l'Atlantique. Le coproducteur Michael Carreras, pour lequel elle tourna Four-Sided Triangle dans les studios Hammer Bray, à proximité de la ville de Windsor, dans le village de Lulworth Cove, confia qu'elle avait toutes les qualités pour devenir un sex-symbol international. Mais elle semblait déterminée à ne s'entourer que des pires compagnons qui soient. Je me souviens qu'il y avait toujours des gars un peu hargneux qui la guettaient en cachette sur le plateau, et elle passait souvent son temps à se disputer avec eux. C'était une femme d'une extrême beauté, mais profondément dérangée.
À Londres ou à Hollywood, elle avait le chic pour créer des problèmes en présence des hommes. Avec Tom, la relation était devenue toxique et généreusement relayée dans la presse à scandale avec force détails croustillants. Plus il la frappait, plus elle le provoquait, poussée par ses perversions masochistes dérivées d'un sadisme qui se retournait finalement contre elle-même. Objetisée, choséifiée, elle feignait de manipuler ses amants dont elle recherchait désespérément l'amour et l'attention, sans jamais en être rassasiée, rongée par l'angoisse et l'incertitude de l'autre, vacillante sur le socle de ses conflits intérieurs et des multiples strates de ses pulsions destructrices. Décidée à obtenir des réponses sur son mal-être, les cauchemars de son enfance et ses insomnies, elle avait consulté divers psychiatres et entamé une thérapie sans y trouver de réponse satisfaisante, bien que l'un d'eux eût cerné ses paradoxes. Vénération, succès, réussite, les hommes, la gloire. Et pourtant, rien ne vous satisfait. Très profondément en vous s'affrontent des courants contradictoires. Vous cherchez d'autres satisfactions, d'autres valeurs. Vous recherchez un homme qui n'existe pas. Un homme fort, mais que vous pouvez manipuler. Un homme beau, mais que les autres femmes ne regardent pas. Un homme riche, mais capable de vivre sur une plage, sans rien, avec vous. Un homme talentueux, qui ne vous fera pas d'ombre. Un homme toujours joyeux, mais qui s'adaptera aux différentes facettes de toutes vos humeurs. Vous êtes une grande star, mais je pense que vous vous en fichez. Il y a d'immenses parcelles de vide en vous. Étrangement, ce sont vos qualités. Conscience, générosité, humour, loyauté, qui vous desserviront dans votre vie professionnelle. Une star et l'adulation qu'elle génère ne doivent jamais se dissocier. Mais dans votre cœur, vous réalisez le vide malgré tout ce que vous avez remporté. C'est très dangereux. Une fois que vous avez dénigré la valeur de tout ce que vous avez obtenu, c'est terminé. La gloire demande de la foi dans ce que l'on fait, quelles qu'en soient les conséquences. Elle décrocha un rôle dans un western de série Z avec Tom pour les studios Leopard Pictures, avant de partir en tournée à ses côtés dans une version de The Postman au Wuthering Trace durant l'été 1953. À leur retour, le couple n'en était plus un. Chacun partit de son côté, définitivement cette fois. Au début de l'année 1954, Barbara demanda à ce que son fils de 7 ans vienne vivre à ses côtés dans une belle demeure de style provençal dotée d'une piscine au 1534 North Beverly Drive qu'elle décora avec perfection. Chaque pièce, une harmonie de tons lavande, blanc et violet, regorgeait de meubles de goût et de tapis de prix. Son dressing, d'une multitude de fourrures, de robes et de tailleurs de marque et de centaines de paires de chaussures. Coutumière de ne rien faire comme les autres, elle ne scolarisa jamais l'enfant qui vivait une relation fusionnelle avec sa mère. Une gouvernante noire s'occupait de lui lors de ses absences fréquentes. Bien qu'elle ait tenté de restaurer son image, ses mauvais génies l'avaient rattrapée. Pas un soir, pas une nuit, sans qu'elle fût aperçue en train de faire du gringue ouvertement aux garçons qui travaillaient dans des stations-service, de jeunes acteurs de série B ou les grooms des palaces de la ville. Marlon Brando était l'un de ses amants les plus assidus. Le gangster Don Metz, méprisable voyou flanqué de ses gardes du corps, vécut à ses côtés une courte période.
Sa médiocre filmographie s'acheva sur un polar tombé dans l'oubli, Murder is my beat, en 1955, sans bouleverser le box-office. Déjà, sa beauté naturelle et sensuelle, son sex-appeal irrésistible, avaient commencé à se faner. Son visage, enflé, ses yeux fiévreux, ne cachaient rien de ses excès. Alors qu'elle avait l'habitude d'embaucher une enveloppe de $300 de la part d'un producteur avec lequel elle couchait de temps à autre, elle n'y trouva un jour que $100 dans le taxi qui la ramenait à son domicile. Surprise, elle lui en demanda la raison quelques jours plus tard, après l'avoir retrouvé dans un restaurant, et exigea qu'il lui donnât les $200 manquants. Ces $300, ça remonte à loin. Je ne veux pas te blesser, Barbara, mais tu as beaucoup perdu de tes charmes depuis. À mes yeux, désormais, tu ne vaux pas plus de $100. Je pensais que nous étions amis et que nous couchions pour nous amuser. L'argent n'a changé de main que parce que tu en avais besoin. Mais Barbara, si tu me dis être devenue une prostituée et que ton tarif s'élève à $300, je passe la main. Ton tarif est au-dessus de mes moyens. Elle partit pleurer dans les toilettes pour dames, humiliée, mais persuadée que sa cote de popularité ne pouvait pas descendre plus bas. Quelques jours plus tard, elle récidivait avec un réalisateur, grand admirateur de sa poitrine. En repartant au petit matin, l'homme avait feint la surprise quand la jeune femme lui avait demandé de l'argent. Il avait fini par ouvrir son portefeuille et en sortir quelques billets. Mécontent, il les posa sur la table en disant « Ça fera l'affaire, mais chérie, la prochaine fois que tu te sens seule, appelle un milliardaire. » Bientôt de $100, elle finirait par se contenter de 50, 40, 30, puis d'une poignée de dollars. Le petit John avait été saisi d'une grande frayeur le jour où sa mère avait quitté leur domicile menottes au poignet pour avoir émis plusieurs chèques sans provision. Après une courte garde à vue, son avocat était venu la libérer dans l'attente de son procès, après paiement d'une caution de $1 500. Lors de son jugement, elle n'était déjà plus en mesure de payer l'amende de $100 prononcée par le juge. Ému de son sort, le propriétaire du cirrhose, chez lequel elle avait tant dépensé, paya en son nom. À sa sortie du tribunal, Barbara apprit que toutes ses affaires personnelles avaient été saisies et remisées dans un garde-meuble. Incapable d'en régler la note et trop fière pour demander de l'aide à son entourage, ses biens furent éparpillés lors d'une vente aux enchères privées. Seuls 2 manteaux de fourrure qu'elle avait confiés à une proche témoignaient de son ancienne opulence. Après avoir emprunté de l'argent à tous ses amis et à tous ceux qui se prétendaient comme tels, elle n'eut d'autre choix que de mettre en gage tous ses bijoux. Elle ne fut jamais en mesure de rembourser les uns ni de récupérer les autres. Barbara et son fils s'installèrent dans un meublé peuplé de cafards au 615 North Westmore Avenue. Le garçon n'y resta pas bien longtemps. Sur ordonnance d'un juge, à la demande du père, la garde du petit John lui fut retirée le 12 mars 1956. Les adieux avec l'enfant furent déchirants. Entre larmes, excuses et remords, Barbara fut contrainte de se séparer de lui alors que le pauvre enfant ne cessait de répéter que sa mère n'avait à s'excuser de rien. Il ne devait jamais la revoir vivante. Quelques décennies plus tard, il affirmait ne pas avoir voulu quitter sa mère. C'était aussi conscient, fort et douloureux chez moi que ce l'était pour elle. Le jour où je suis partie à Sacramento pour vivre avec mon père et sa nouvelle femme, ce fut comme si un couteau s'était planté entre mon passé et mon présent. Mon passé n'était plus et ne revint jamais. Bien qu'elle disposât d'un droit de visite, Barbara ne put jamais en user. Afin de l'éloigner de son fils, le capitaine Peyton demanda à être muté en Allemagne. Je crois que personne ne réalisa combien ma mère et moi étions proches. Elle m'aimait avec tout l'amour dont une mère est capable, et je l'aimais en retour avec beaucoup de dévotion et de confiance. Je me fichais de ce qu'elle faisait
qui entrait dans sa vie ou en sortait, et ce qu'il faisait, ou si elle était souvent présente ou non. Je l'aimais. J'ai toujours su qu'elle m'aimait. Aucun mot ne pourrait signifier combien elle me manque. Ni comeback ni happy end en ce qui concerne Barbara Payton. Les années suivantes défilèrent, chacune plus sombre, chacune plus dégradante, chacune plus glauque, toutes vouées à montrer du doigt la lente descente dans le caniveau d'une starlette qui ne trouvait plus sa place nulle part. Longtemps, elle s'acharna à croire qu'il lui était possible de revenir, mais pas un seul studio ne lui ouvrit la moindre porte, et seul un impresario sur le déclin accepta de la représenter, vainement. Impressionnée par Kim Novak, elle copiait ses tenues et sa coiffure et rêvait de tourner comme son modèle pour Alfred Hitchcock, une intrigue trouble digne de Vertigo. À Hollywood, les has-beens étaient voués aux gémonies. C'était comme si sa ville avait fomenté une cruelle vendetta où elle montrait chaque marche de cet escalier indéfiniment sous l'œil goguenard des cotilles aux abois avant de la laisser sombrer corps et âme. Raymond Burr, qu'elle avait aidé autrefois, avait tenté de l'imposer dans sa série à succès Perry Mason, mais les producteurs s'y étaient formellement opposés et aucune compagnie n'avait accepté de l'assurer. Elle se remaria à 2 reprises, sans davantage de succès. Son avocat, auquel elle ne payait plus ses honoraires depuis des années, et son épouse, qui était profondément attachée à la jeune femme, lui conseillèrent de faire le deuil de sa carrière cinématographique. Le couple, admiratif de ses facilités à aménager les intérieurs, lui avait même proposé de financer son installation en tant que décoratrice, persuadée qu'elle ne tarderait pas à crouler sous les commandes grâce à leur éminent carnet d'adresses. Outrée que ses amis veuillent la détourner de son obsession de faire son grand retour devant les caméras, cramponnée à ses idées fixes comme le noyer à sa bouée, elle coupa brutalement les liens avec les rares amis sincères qui voulaient encore la soutenir. Il lui arrivait de trouver asile chez d'anciennes relations, majoritairement d'autres paumés qui la prenaient en pitié. Saoule la majeure partie du temps, parfois sous l'emprise de marijuana, elle errait sans but sur les grands boulevards, une valise à la main, son dernier manteau de vison pour seul trésor. Quelquefois, la patronne d'un salon de coiffure l'invitait à venir se faire décolorer et coiffer gratuitement. D'autres fois, elle se contentait d'un tuyau d'arrosage dans une station-service pour se laver. Il n'était pas rare de la croiser titubante le long des avenues, jurant à voix haute contre le Seigneur et le sort devenu le sien. Si d'aventure elle téléphonait à sa belle-sœur, elle débarquait à garde, parfois sans bagage, sale et bouffie, et après une douche et un repas, repartait aussi vite qu'elle était apparue, souvent avec un homme appelé à la dernière minute pour qu'il vienne la chercher. Si Barbara croyait encore que la petite statuette de Sainte Jude qu'elle conservait précieusement pouvait encore la sauver, l'année 1962 marqua le tournant définitif de sa disgrâce. Le 7 février, elle fut arrêtée une première fois pour prostitution, après avoir proposé à un policier en civil une passe pour $40. Le 21 juillet, la presse s'en donna à cœur joie pour raconter par le détail le énième épisode de cette descente aux enfers. Alors qu'elle résidait au Jet Inn, un motel minable au 4542 W. Slauson Avenue, elle se présenta dans un commissariat, vêtue d'un maillot de bain et d'un sweat blanc, prétendit avoir été agressée et violée par un groupe de jeunes membres d'un gang. Son corps était parcouru de bleus, de marques de morsures, et plusieurs de ses dents avaient été cassées. Le lendemain, une patrouille la ramassait avinée sur le banc d'un arrêt de bus. Quelques jours plus tard, elle fut de nouveau interpellée, après s'être exhibée nue devant la fenêtre d'un appartement où plusieurs hommes et une autre femme passaient du bon temps.
En parcourant son vieil agenda, elle avait retrouvé le numéro de téléphone d'un photographe de plateau qu'elle supplia de la rejoindre pour lui prêter un peu d'argent. L'homme se mit en route en direction d'une cambuse paumée et la trouva saoule devant une baraque insalubre dont toutes les vitres avaient été brisées. Hors de contrôle, elle s'était jetée sur sa braguette. Repoussée, elle lui avait suggéré de se faire photographier. En état de choc, son ami lui avait offert $100 et supplié de joindre sa famille ou des amis en mesure de l'aider. Sans succès. Une fois dans sa voiture, elle s'était entêtée à descendre en chemin sur Sunset Boulevard et disparut dans la foule qui s'écartait avec prudence devant cette créature chancelante, uniquement couverte d'un corsage sale et d'un bikini. Elle vivait alors chez un maquereau et enchaînait les passes à $5. Le 23 septembre 1963, elle fut de nouveau arrêtée pour prostitution et condamnée à une peine de prison de 22 jours. Quand elle se réfugiait chez ses parents, leur accueil était loin d'être chaleureux. Installés dans un grand pavillon confortable au 1901 Titus Street à San Diego, ils avaient pris leur retraite grâce aux $250 000 laissés par sa tante Faye et comme leur fille buvait sans discontinuer du lever au coucher. Si Mabel lui pardonnait tous ses égarements, Erwin était de plus en plus méprisant depuis sa défaite. Leurs retrouvailles se terminaient toujours dans les cris et les reproches. Lui-même avait dilapidé très rapidement son héritage, en offrant de belles voitures à tous les membres de sa famille, hormis sa fille. Le mannequin William Ramage, le modèle masculin le mieux payé de sa génération, et acteur occasionnel qui pouvait exiger $5 000 pour une journée de travail, avait rencontré Barbara à ses grandes heures. Il la croisa un soir de novembre où une pluie torrentielle s'était abattue sur Los Angeles. Il s'approcha, baissa sa vitre, proposa de la raccompagner. Elle lui indiqua le chemin du Coach and Horses Bar sur Sunset Boulevard, une sorte de taverne lugubre où elle passait l'essentiel de ses soirées, assise sur un des hauts tabourets devant le comptoir. Tout au long du trajet, elle ne cessa de demander son nom au jeune homme qu'elle ne reconnaissait pas. Édentée, avare de mots, elle cachait sa bouche avec sa main pour lui répondre évasivement. William Ramage en garda un souvenir indélébile. Je finis par lui demander si je pouvais l'aider de quelque manière que ce soit. Mais elle m'assura qu'elle allait bien. Barbara semblait tellement au bout du rouleau que j'eus envie de pleurer. C'était comme si son esprit, la lumière qui émanait d'elle jadis, lui avait été arraché, et que tout ce qui restait d'elle était ce zombie. C'est la pire chose que j'ai pu voir de toute ma vie. En chemin, elle exigea de terminer sa route à pied. Le jeune homme la vit disparaître sous la pluie, dans sa blouse ordinaire et ses pantalons capris détrempés, mais toujours soucieuse d'un déhanché digne d'une star, malgré ses sandales en plastique. L'infâme restait encore à venir. Elle n'avait même pas réfléchi aux conséquences de l'offre de la maison d'édition Holloway House de publier son autobiographie. Elle n'avait retenu que les $2000 mentionnés dans le contrat. Léo Guild, à l'initiative de cette aventure, se rendit régulièrement chez Barbara, qui vivait alors chez un nouveau souteneur dans un appartement immonde, semblable à un squat d'une saleté indescriptible. Elle finissait à peine un verre de rosé, qu'elle s'en servait déjà un autre. Totalement immergée dans sa bulle, seulement habillée d'une chemise d'homme, mais dépourvue du moindre sous-vêtement, Barbara répondit à ses questions dans un état second tout au long de leur pathétique collaboration. « Je n'ai pas honte de moi », affirma-t-elle à l'auteur. « Je gagnais $5000 par semaine autrefois, et maintenant que je suis une prostituée, je n'en éprouve aucune honte. J'apporte davantage ma contribution à l'humanité,
que je ne le faisais en tant qu'actrice. L'ouvrage, sciemment intitulé « Je n'ai pas honte », naviguait à chaque ligne entre réalité et fiction. Les photos, prises pour l'illustrer par un photographe médiocre dans une chambre du Jet Inn, achevèrent son sujet. Sur toutes celles que l'éditeur publia, le regard halluciné d'Alain Papré dans les phares, elle ressemblait à une vieille maquerelle d'une vulgarité absolue, le ventre nu, sa poitrine tombante à peine soutenue d'un soutien-gorge noir, un vieux boa de fourrure enroulé autour de ses épaules, sa chevelure ramassée à la manière ridicule d'un postiche abîmé de trop de décoloration. Son expression clownesque finissait ce terrifiant tableau que l'Amérique découvrit entre stupeur et ricanement. Seuls quelques magazines pour adultes en publièrent les meilleures pages avant que les quelques centaines d'exemplaires imprimés relégués dans les rayons de fin de série des librairies ne finissent dans une décharge. Peu après la publication du livre, la police l'arrêta pour possession et usage d'héroïne. Plutôt que de la présenter à un juge, la police la conduisit manu militari au Los Angeles County Hospital, où elle fut placée dans une cellule et contrainte de suivre un programme de désintoxication. Après lui avoir rendu visite, son frère tenta de la faire interner afin de la soigner. Mais les médecins l'autorisèrent à sortir sans autre préavis. Furieux, Frank confia sa détresse. « Croyez-moi ou non, ces pontes pensaient que Barbara n'était pas mentalement malade. Eh bien, si elle n'était pas malade, je me demande ce qu'ils appellent être malade. Cette fille était très, très malade, mentalement et physiquement. Elle était abattue, partie. N'importe qui pouvait le voir. » William Ramage fut bouleversé d'apprendre ces dernières péripéties. Bien qu'à l'époque, on parlait peu des comportements addictifs et des désordres mentaux, l'assurance professionnelle de Barbara aurait certainement payé son hospitalisation. Au-delà de son alcoolisme, qui était en soi une maladie, il semble que rien n'ait été fait pour l'interner, alors que les tribunaux le faisaient régulièrement avec n'importe quel usager. Pour moi, c'est ça, le vrai crime. Elle fut de nouveau arrêtée peu de temps après sa sortie, cette fois pour le vol de vêtements dans une boutique, alors qu'elle travaillait comme réceptionniste d'un hôtel miteux. D'appartement en motel crasseux, elle survivait sur le fil d'un miracle, dans les effluves du foutre, de la pisse et du vomi. The Wilcox Apartments fut certainement la pire adresse qu'il l'ait jamais abritée. Le quartier était un véritable coupe-gorge, où meurtre, agression et cambriolage étaient le lot quotidien de ses habitants. En 1966, elle y partagea une chambre avec un acteur au chômage, John Rayburn, réduit à dormir dans des voitures abandonnées sur des terrains vagues. Rayburn se souvenait de la puanteur de la chambre, qu'ils occupèrent durant 4 ou 5 mois, remplie de bouteilles vides et de cendriers débordant de mégots. Et quand je dis qu'elle puait, c'est qu'elle était puante. La meilleure façon de décrire cette pièce, c'est qu'elle avait l'odeur d'aisselle sale et mieux d'un sexe sale. Sperme et transpiration. C'était très, très sinistre. Durant de longues nuits, il écoutait les monologues de ses heures de gloire, des hommes qui avaient traversé sa vie, de ses espoirs, de ses échecs, de la manière dont elle avait tout gâché et dont Hollywood l'avait déconsidérée, bien qu'elle finît de croire avoir encore foi dans le futur et ne pas vivre dans le passé. Subitement, elle se fichait de tout, dans tous les domaines. Quelque chose en elle était mort. Avec le recul, je peux comprendre que la pauvre gamine était spirituellement lessivée. Une fois qu'elle se ficha de ce que la vie pouvait encore lui réserver, c'était terminé. Je crois vraiment que ce fut le commencement de la fin. Par provocation, elle invitait chaque jour de très nombreux résidents dans sa chambre, située au 2e étage, laissait la lumière allumée et ouvrait ses rideaux afin que le spectacle dégradant soit visible de la rue. Dans une allée proche, elle continuait de facturer ses services à 5 $. Même repoussante et laide, ses clients étaient fiers et moqueurs d'avoir goûté aux spécialités d'une ancienne starlette.
Elle avait été poignardée un soir sans se rappeler des circonstances de l'agression et ne cachait même pas la longue cicatrice défigurant son ventre qui avait nécessité pas moins de 38 points de suture. Comme une blessure de guerre dont elle pouvait être fière, blessure parmi tant d'autres qui, sans la tuer, continuaient à l'avilir toujours plus pour se convaincre que c'était tout ce qu'elle méritait, que ses anciens succès n'étaient que des accidents, les tours de passe-passe d'un imposteur. Elle était longue la route, où elle ne cessait de tomber toujours plus bas, comme si assister à sa propre destruction était encore assumer ses choix, bien qu'elle n'en ait plus eu aucun. Expulsée du Wilcox, Barbara erra de taudis en bouge que n'aurait pas renié Diogène. Contre un toit, elle accepta de nettoyer les chambres et les toilettes du Hollywood Palms Motel. Pour s'étourdir, elle se traînait chaque vendredi soir jusqu'au Coach and Horses Bar, où elle finissait par s'endormir dans son coin, après avoir injurié Hollywood et ses privilégiés, dont l'écume lui avait laissé une profonde amertume. Le fils du patron se souvenait parfaitement de ses allées et venues. Elle sentait l'alcool avant même d'en commander. Ses sourcils n'avaient pas la même couleur que ses cheveux cuivrés. Son visage semblait avoir souffert d'un coup de soleil. Des veines parcouraient son nez. Ses pieds étaient très gonflés, et elle promenait un ventre proéminent de vieillard distendu qui bougeait dès qu'elle bougeait. Elle devait peser dans les 90 kilos. Fréquemment aperçue sur Sunset Boulevard, elle faisait du stop, arrêtait les voitures, criait qu'elle n'avait plus un sou, riait d'un rire hystérique pour un rien, rébellion velléitaire qu'elle calmait de litres de vodka. En fin de journée, pour 90 cents, elle se glissait à l'Oriental, un cinéma où elle passait des soirées entières à regarder les films qu'elle ne tournerait jamais. Un jeune employé lui portait du rouge pour ses ongles et du shampoing pour qu'elle puisse se laver les cheveux dans les toilettes pour dames. Exaspéré de la découvrir régulièrement endormie sur son siège, le propriétaire avait fini par lui interdire l'accès de son établissement. C'est encore à la bibliothèque municipale de la ville, sur Ivar Street, lorsque le temps virait au gris et à la pluie, que Barbara passait de longues heures à lire et à oublier. Oublier qu'autrefois, elle avait donné la réplique à Gregory Peck, et que désormais, elle était contrainte de voler des pommes aux étals d'un marché pour se nourrir. Quand, presque somnambule, elle passait devant la vitrine d'un magasin, il lui arrivait de repenser à l'époque où elle s'était regardée la toute première fois dans un miroir en portant son premier vison. Parfois, je regarde hâtivement mon reflet dans une vitrine. J'essaie de ne pas me regarder, et finalement, je n'y vois que ce que je veux bien y voir. Après avoir revu Kiss Tomorrow Goodbye à la télévision, elle avait soudainement réalisé à quel point ses vices et ses névroses rampantes l'avaient dévorée bien plus en profondeur que ce qu'elle avait imaginé. Et me voilà, comme j'étais alors, belle, fringante, une grande star donnant la réplique à d'autres grandes stars. Et me voici en train de regarder celle que j'étais. Je me questionne souvent pour comprendre ce qui s'est passé. Non pas que j'en ai honte. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mais comment ai-je pu tomber aussi bas? Comment? Barbara Payton était devenue clocharde depuis plusieurs semaines lorsqu'un matin de février 1967, des éboueurs découvrirent accidentellement son corps agonisant sur un parking accolé à un petit centre commercial, parmi un ramassis d'ordures dont elle s'était enveloppée près d'un conteneur. Du sang séché couvrait sa bouche et ses narines, des cicatrices et des ecchymoses de toutes sortes et de toutes couleurs, anciennes et récentes, parsemaient ses chairs grises,
toute juste couverte d'une pièce de coton. À peine son identité révélée par la police, la nouvelle était déjà sur toutes les lèvres et en page de tous les tabloïds. Hospitalisée, les médecins la soumirent à de nombreux examens qui ne pouvaient que confirmer ce qu'une vie d'abus pouvait offrir. La cirrhose qui avait attaqué son foie gagnerait bientôt la partie. Une assistante sociale la conduisit chez ses parents au mois d'avril. Comme un animal blessé cherche une tanière pour y mourir à l'abri des regards. Bien que les médecins le lui dissimulèrent, le compte à rebours s'était déclenché, sans possibilité de le freiner. Ses jours étaient comptés. Si Mabel accueillit sa fille avec tendresse, son père était demeuré l'homme froid et querelleur qui n'avait jamais supporté sa présence, moins encore de devoir côtoyer l'épave qu'elle était devenue. Frank contemplait à son tour sa sœur avec défiance et dégoût, sidéré que tant de promesses se soient livrées à corps perdu à une telle déchéance, sans lutte, sans sursaut, sans fierté. Seule son épouse Janice continuait de soutenir inconditionnellement Barbara, inconsciente que la mort avait déjà jeté son dévolu sur sa prochaine proie, bien qu'elle eût été enfin sevrée totalement de l'alcool. Son poids s'était stabilisé à 64 kilos. C'est à ses côtés qu'elle passa une nuit entière à dresser le bilan d'une existence chaotique, l'absence du petit John, la famille qu'elle n'avait pas fondée, l'indifférence de son père, cette carrière passable qu'elle avait poursuivie comme un mirage impossible, son incapacité à croire qu'un homme ne pouvait lui porter un intérêt quelconque sans coucher avec lui. Toutes ces carences et ce monumental besoin d'amour dont le sexe à outrance, presque mécanique, n'avaient été qu'un ersatz décevant et destructeur. Janice, pourquoi n'était-ce jamais assez pour moi? Et pourquoi, après avoir tout perdu, les choses ne se sont-elles pas arrangées? Pourquoi le fait d'avoir tant voulu, trop vite, trop tôt, fut pire pour moi que si je n'avais rien accompli du tout? Le dimanche 7 mai, Frank et Janice repartirent chez eux. Barbara les ignora parfaitement, plongée dans une sorte de torpeur, assise par terre dans le salon, ses yeux éteints, rivés sur le dessin animé diffusé à la télévision. Le 8, elle avait passé la journée avachie sur le canapé, habillée d'une robe turquoise chiffonnée. Elle s'était soudainement relevée en disant à ses parents qu'elle ne se sentait pas bien, traversée de fortes douleurs dans la poitrine et l'estomac. Une fois arrivée dans la salle de bain, elle s'effondra près des toilettes alors que sa mère se précipitait à ses côtés. C'est dans ses bras qu'après une courte série de spasmes, elle cessa de respirer. Erwin accourut à son tour en entendant sa femme pleurer. Lorsque l'adjoint du coroner se présenta, Mabel sanglotait encore, assise dans un recoin de la pièce. Très vite, en quelques minutes seulement, le corps de la défunte se colora de taches marbrées, avant de prendre une teinte noire de la taille jusqu'aux pieds. L'autopsie révéla que la mort était consécutive à une congestion pulmonaire aiguë, ayant causé une hémorragie alvéolaire suite à une hypertension portale, une complication majeure de la cirrhose. Effrayée de voir que l'employé du funérarium avait outrageusement fardé son visage pour en masquer les dommages, Janice lui ordonna d'enlever le ciment qui lui servait de maquillage. La cérémonie, organisée à la hâte, comptait quelques membres de la famille et de rares amis. Subitement, un couple d'inconnus s'avança dans la salle et la femme tenta de couper une mèche de cheveux de la morte avec une paire de ciseaux sortis de son sac à main. Frank, furieux, réussit à les chasser hors de la chambre funéraire.
John, alors engagé au Vietnam, parvint à s'envoler à temps pour rejoindre San Diego. Arrivé dans la petite salle où reposait le corps, le garçon réalisa que ses grands-parents, encore en état de choc et muets, ne savaient pas qui il était. En s'approchant du cercueil, il ne reconnut pas sa mère. Laide, grotesque, ravagée par la mort comme elle l'avait été par la vie, cette mère qu'il n'avait pas revue depuis 11 ans, elle avait perdu presque tous ses cheveux qui étaient d'une couleur jaunâtre. Tous les traits de son visage s'étaient effondrés. Elle paraissait bien plus vieille qu'une femme de 39 ans. Le directeur du funérarium l'avait si mal maquillée qu'elle ressemblait davantage à la mère de Norman Bates qu'à Barbara Payton. C'était vraiment horrible de la voir ainsi. Bien des gens durent me contenir pour que je n'aille pas lui casser la figure. La culpabilité de ne pas avoir cherché à la revoir quand elle était encore en vie ne cessa de le hanter. Frank, bien des années plus tard, n'avait que de jolies choses à partager de sa sœur en dépit de ce qu'il avait traversé à ses côtés. Il se remémorait souvent les festins qu'elle organisait dans sa villa du North Beverly Drive, de tous ces parasites de haut rang à Hollywood venus manger à sa table et boire son vin, sans qu'un seul ne tentât de l'aider quand elle n'était plus utile à qui que ce soit. J'ai toujours aimé ma sœur. J'étais fière de qui elle était, et je le suis encore. Elle fut bonne pour moi, et j'ai de beaux souvenirs de l'époque où elle veillait sur moi quand nous étions enfants à Odessa. On se battait souvent et elle perdait toujours pour me faire plaisir. Nous nous amusions beaucoup. Je veux que les gens se souviennent de Barbara comme d'une femme qui travailla dur, mais surtout comme d'une personne aimante. Un amant du passé, Mickey Knox, confia que durant leur relation, il eut souvent la sensation que quelque chose de sombre dans son passé l'empêchait d'avoir confiance en elle. Elle le cachait bien, mais j'ai toujours ressenti sa présence. Barbara était superbe et avait beaucoup de talent, mais à l'époque où je l'ai connue, elle n'avait déjà plus envie de faire quoi que ce soit de sa vie. C'est une honte absolue. Malgré son irrévérence, c'était une femme très convenable et décente. Ce n'était ni une garce, ni une personne cruelle. Elle avait une grande ouverture d'esprit et possédait une véritable joie de vivre. Je me suis sentie très mal quand j'ai appris comment elle était morte, et je le ressens encore aujourd'hui. Barbara ne méritait pas de finir comme ça. William Ramage, toujours prompt à honorer sa mémoire, n'avait pas de mots pour exprimer sa peine. Barbara n'était ni désinvolte, ni animée de mauvaises intentions. Je suis épuisée des gens qui crachent leur venin à son encontre. Ce n'était pas un barracuda en dépit de ce que beaucoup de personnes ont raconté. Elle était charmante, gracieuse et gentille, pas du tout une prédatrice. Pas davantage, à mon avis, une nymphomane. Indubitablement, c'était une femme sensuelle. C'était un de ses pouvoirs. Sans doute en a-t-elle abusé sans discrimination, ce qui, avec le temps, a fini par nourrir sa culpabilité. C'était devenu une torture pour elle. Je pense qu'elle usa de sa forte libido de la même manière qu'elle usa de l'alcool, des drogues, de ce désir de dégradation pour s'échapper. C'était une enfant terrifiée au fond d'elle-même. Une fille bien, qui, pour une raison inexplicable, fit le choix de s'avilir. S'il ne fallait retenir qu'un témoignage en faveur de Barbara Payton, celui de son avocat Milton Golden serait peut-être le plus pertinent. Ce qui a distingué Barbara des autres beautés plus conventionnelles de Hollywood, c'était sa naïveté. Je pense qu'elle aurait été heureuse si elle avait suivi ce que la nature avait prévu pour elle.
Une vie simple. L'existence dénuée de complications d'une fille de province. Si seulement elle n'avait pas été aussi belle. Selon ses volontés, elle fut crématisée et l'urne abritant ses cendres placée dans une crypte du cimetière Cypress View. Mabel ne se remit jamais de la disparition de sa fille. Erwin fit de son mieux pour la veiller quand, des mois durant, elle était restée alitée, abrutie de somnifères et d'alcool. Quelquefois, encore comateuse, elle se levait, relisait leur correspondance, regardait ses photos, avant de s'effondrer en larmes dans son lit. Elle s'éteignit le 25 septembre 1971, emportée par une pneumonie durant son sommeil. Alors que son veuf sombrait à son tour, une femme vint s'installer chez lui en prétendant l'aider à maintenir la maison en ordre. Elle en profita pour voler un grand nombre de souvenirs de Barbara, des bijoux et quelques objets de valeur, dont le service en porcelaine de Chine que Mabel chérissait. Moins d'un an plus tard, le vieil homme fut emporté par une crise cardiaque dans la maison de retraite où son fils l'avait placé. Après avoir mené une belle carrière au théâtre et tourné dans plus d'une centaine de films ou de séries télévisées, Franz Houghton, dont le penchant prononcé pour la bouteille n'avait jamais été divulgué, fut emporté par un cancer du poumon le 18 septembre 1968 dans son luxueux appartement de Manhattan, quelques mois seulement après Barbara. Tom Neal, condamné à une longue peine de prison pour avoir assassiné sa troisième épouse, Gail Bennett, d'une balle dans la tête après une énième dispute, avait été finalement libéré au bout de 6 années, le 7 décembre 1971. Un homme brisé. Il ne profita pas longtemps de sa liberté. Souffrant d'une insuffisance cardiaque congestive, il tira sa révérence le 7 août 1972, à l'âge de 58 ans, bien que, comme Barbara, il semblait en porter 22 plus. L'acteur Raymond Burr, qui croisa maintes fois sa route durant les beaux jours, puis sous les ciels d'orage, aurait pu écrire son eulogie. Barbara était une touche de douceur à Hollywood et une jeune fille très sentimentale. Je me souviens qu'elle me confia un jour s'être toujours identifiée au personnage du conte pour enfants de Charles Tazewell, le plus petit ange. C'est l'histoire d'un adorable bébé indiscipliné qui meurt et monte droit au paradis et qui réalise qu'il ne peut pas échapper aux ennuis. Il est plutôt maladroit et gêné par ses ailes. Si maladroit en fait que lorsqu'il tente de voler, il finit par tomber la tête la première sur son auréole. Je comprends mieux pourquoi Barbara aimait tant ce personnage. Elle était juste à son image. Un ange espiègle, avec une auréole ternie et des ailes brisées. Mais il lui restait son cœur glorieux. C'est la Barbara que j'ai connue. La vraie Barbara. La vraie Barbara. Unique et kaléidoscopique, complexe mais naturelle, sans filtre et sans inhibition. Cette créature glamour, cet ange aux ailes brisées qui avait l'âme d'une campagnarde. Il y eut beaucoup de promesses non tenues. Je venais d'une petite ville. Je croyais tout ce qu'on me disait. Mais personne ne me disait la vérité. Lors de ses entretiens avec Léo Guild, à l'occasion de son autobiographie, il lui avait demandé « Vous êtes encore jeune, Barbara. Pourquoi vous êtes-vous laissée aller comme ça ?» Sa réponse ne s'était pas fait attendre. Je n'avais plus besoin d'être jolie. À un ami qui ne l'avait pas revue depuis longtemps et qui lui avait demandé où elle était passée, elle s'était faite évasive. Je vivais.
qu'on ne me juge pas trop sévèrement pour avoir simplement voulu vivre. Merci à tous pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle histoire. À très bientôt.